À vous, Yana. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette assemblée. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir. Je ne pense pas à dire beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Je vais peut-être apporter quelques éclaircissements sur la notion que je maîtrise plus ou moins, c'est la notion d'apartheid. Je vais l'aborder aujourd'hui en parlant des conférences de Durban du point de vue à la fois linguistique, rhétorique et peut-être aussi politique. Donc, avant de commencer, une citation de Jean-Pierre Faye que tout le monde connaît. C'est une citation banale et dit peut-être beaucoup de banalité, mais c'est comme ça que tout commence. Il y a une évidence toute primitive à rappeler, c'est que l'histoire est d'abord une narration. Alors, par la pratique du récit se constituent les éléments fondamentaux de la fonction logique dans le discours. Mais en même temps, cette pratique est donnée comme la réalité même. Alors, lorsqu'on fait la recherche sur Google, quand on cherche le mot apartheid, et quand on met apartheid Israël, on y trouve à peu près 11 millions de résultats, tous articles mélangés. En revanche, si on tape Afrique du Sud apartheid, on trouve 2300 résultats. Donc, je fais cet essai le 24 août en préparant l'exposé. Et comme bon, je suis optimiste par nature, je pense que les résultats pour Israël ont été encore augmentés pour l'Afrique du Sud, donc ça n'a pas bougé depuis le 24 août. Alors ça, c'est la première chose que j'ai faite avant de préparer cet exposé. La deuxième, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière en cours d'analyse de discours. Avec mes étudiants, on a parlé des formules politiques. Et donc, je leur ai demandé ce que la formule, c'est pas un mot, c'est une formule qui, chargée de sens, évoque dans leur esprit. J'ai demandé la définition. Ils ont dit « Ah, l'apartheid, c'est en Israël ». Alors, je n'ai pas demandé où c'était, j'ai demandé ce que c'était. Ils n'ont pas répondu à cette question. Et donc, quand je demandais comment ils savaient que l'apartheid, c'était en Israël, la réponse était on lit les médias comme tout le monde. C'est une expérience personnelle qui m'a fait réfléchir à ce propos. Donc, c'est une formule discursive, c'est un concept qui a été banalisé, qui a été désémantisé, qui a été vidé de son sens. Et pendant les 15 minutes qui me restent, je vais tenter d'expliquer cette captation discursive du mot et son évidement sémantique. Donc, la création qui est très réussie du narratif que vous connaissez, qui associe l'État juif avec le régime raciste, et cela à peu près depuis les années 60. Donc, c'est devenu un poncif sans cesse réactivé par le discours médiatique et politique. Je rappelle la dernière sortie de Yves Le Drian qui mettait en garde Israël contre le risque du régime d'apartheid après les pogroms qui se sont tenus à Lod, à Ramleh et à Jaffa, mais aussi dans certains quartiers de Jérusalem et ces banlieues qui ont mis en danger les Juifs dans leur propre État. Alors, cette annonce du ministre, ce n'est pas seulement le résultat de l'évidement de la notion ou de son appropriation linguistique du mot qui est devenu formule vidée de son sens, mais c'est une conséquence de ses activités politiques précédentes. Voici donc l'extrait d'un article qui a été écrit par Marc Brostowski après qu'il a entendu la formulation apartheid. Donc, Le Drian a présidé à partir de 1978 une association franco-arabe dont il délègue l'animation à un homme très marqué par le combat pro-palestinien, pour ne pas dire pire, c'est une citation, Gilles Meunier. Donc, c'est une association pour les échanges Bretagne-Pays arabes, APEBA, émanation régionale de ASFA, Association de solidarité franco-arabe, qui se transforme en Bretagne Coopération internationale. Le Drian, à l'époque, était maire socialiste. Bon, donc ça montre qu'il y a toujours une préhistoire à certains emplois. Alors, le mot apartheid, maintenant, si on parle de son étymologie, tout le monde le sait, je ne vais pas m'attarder là-dessus, provient de l'afrikaans, c'est une langue dérivée du néerlandais, c'est la langue des boers, les colons installés au XVIIe siècle au Cap de Bonne-Espérance, qui est alors un comptoir commercial, etc., etc. C'est la signification du mot apartheid, c'est se tenir à part, comme le mot le montre, il est assez transparent pour ça. Donc, ce concept, il renvoie à l'histoire des boers et des populations africaines et à la façon dont le pouvoir africain a établi une ségrégation raciale inégalitaire. Sa portée était politique, juridique, économique et culturelle. La création des Bantoustans, ce sont les territoires délimités par les populations noires bantoues. Le nom bantou vient du nom des langues, c'est un groupe de langues africaines. Donc, c'était les Bantoustans pour les populations locales, signifie que les populations locales ne pouvaient pas sortir sans autorisation spéciale. Et donc, ils ne peuvent pas non plus avoir l'accès à la propriété immobilière.
l'inégalité de l'enseignement. Les Zoulous, par exemple, recevaient une éducation limitée à leurs besoins immédiats, et ainsi de suite. Donc, on a ici vraiment l'exemple d'une société où la mixité est exclue de manière juridique. La société africanaire pratiquait la ségrégation raciale et la domination économique, et ce régime a été aboli en 1991. On sait très bien que l'histoire d'Israël est d'une nature profondément différente parce que les Juifs, d'abord, sont un peuple autochtone, c'est une population autochtone dont la présence sur cette terre était discontinue, c'est-à-dire qu'elle n'était pas interrompue. Et ils ont été conquis, opprimés, privés de la souveraineté depuis des siècles. Et en 1948, on assiste à la renaissance nationale d'Israël. Cette date est aussi la marque de l'expression de l'autonomie politique d'Israël en tant que peuple et en tant que nation. Les lois fondamentales d'Israël, tout le monde sait, j'imagine, qu'Israël n'a pas de constitution, mais des lois fondamentales qui font office de la constitution, qui sont adoptées par le Parlement israélien. Donc, ces lois prévoient l'égalité des droits de tous les citoyens, et cela depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, dès le début du mouvement sioniste. Par exemple, et je vais ici citer Vladimir Zeev Jabotinsky, il parle de l'égalité des droits et de l'égalité entre les nations bien avant l'établissement de l'État d'Israël dans son programme de Helsinki, qui s'appelle Helsingforsk Programme en russe, parce que là, c'était à l'époque que la Finlande faisait partie de la Russie. Et donc, il écrit dans son article « Mur d'acier », je vous le cite ici, c'est ma traduction de son article en russe. Mon attitude émotionnelle envers les Arabes est la même que celle que j'adopte envers les autres peuples, une indifférence courtoise. L'attitude politique est déterminée par deux principes. Premièrement, je considère que l'éviction des Arabes de Palestine, sous quelque forme que ce soit, est absolument impossible. Il y aura toujours deux peuples en Palestine. Deuxièmement, je suis fière d'avoir été parmi ceux qui ont formulé le programme d'Helsinki. Nous ne l'avons pas formulé pour les seuls Juifs, mais pour tous les peuples. Comme tout le monde, je suis prêt à jurer pour nous et pour nos descendants que nous ne violerons jamais cette égalité et que nous n'essayerons jamais de supplanter ou d'opprimer d'autres peuples. Ensuite, quand on lit la déclaration d'indépendance, on y trouve le paragraphe suivant, l'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants, et je souligne tous ses habitants. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des lieux saints et des sanctuaires de toutes les religions, j'insiste, et respectera les principes de la Charte des Nations Unies. Alors, on le sait aussi, Israël est une société, une des sociétés les plus multiethniques au monde, avec de nombreuses minorités qui ne sont pas juives, les Druzes, les Érythréens, les Circassiens sont les musulmans sunnites et les Bahreïs. Et d'ailleurs, il faut souligner que les Bahreïs ont trouvé le refuge en Israël parce qu'ils étaient persécutés en tant que communauté religieuse en Iran. Alors, donc, nous avons écrit la tribune, comme l'a dit Gérard, cet été, et on peut se demander, mais alors, tout le monde le sait, ce sont des textes qui sont accessibles à tout le monde, que se passe-t-il? Pourquoi ce mot apartheid? Comment ça s'est fait, en fait, que nous assistons à cette haine d'Israël qui brandit le mot apartheid partout, et notamment dans le cadre universitaire que je connais plus ou moins bien. Alors, donc, on entend parler d'apartheid partout. On parle de l'apartheid sanitaire, mais on parle aussi de l'apartheid sexuel. Donc, qu'est-ce que c'est que ce type d'apartheid? Eh bien, c'est un phénomène sémantique qu'on appelle l'extension du sens, c'est-à-dire la perte de la spécificité du mot. Tout est apartheid aujourd'hui. Donc, cela veut dire que de l'hyponyme, le mot devient hyperonyme, c'est-à-dire l'hyperonyme désigne toute la classe et prend progressivement le sens du mot discrimination. Le terme ne désigne pas alors la situation d'origine, mais il la prend comme modèle pour l'appliquer par filiation, analogie ou comparaison à d'autres situations. Ce phénomène est assez fréquent. Ce n'est pas propre uniquement à apartheid. D'une part, il n'est pas rare de voir l'extension du sens pour d'autres mots qui renvoient à des réalités historiques complexes. Par exemple, le mot génocide, qui a été appliqué pour la première fois au génocide des Juifs, mais on parle du génocide rwandais ou arménien, par exemple, aujourd'hui.
Et on le voit aussi lorsqu'on utilise d'autres termes comme nazi, fasciste, helléniste, etc., qu'on entend absolument partout. Donc là, je voudrais bien aussi citer mon ami et collègue Jean Slamovitch, qui en parle de manière très claire dans un travail qu'il a fait aussi sur le mot apartheid. Il dit « La mutation sémantique d'un terme historique, devenant un concept politique, est relativement courante. Mais une telle évolution n'est pas uniquement conceptuelle, elle est susceptible de prendre place dans un cadre qui est celui de l'instrumentalisation militante. » Et donc, c'est exactement ce qui arrive. L'accusation d'apartheid portée contre Israël a des origines multiples. Alors, parmi les promoteurs, on trouve des États, on trouve des organisations, on trouve aussi des associations militantes. Parmi les pays, on trouve notamment l'Afrique du Sud, mais aussi l'ex-URSS. C'est-à-dire, ce sont des pays qui ont lancé cette accusation. Alors, on peut dire, après des recherches poussées, qu'à l'origine de la diffusion de ce mythe où l'apartheid joue le rôle principal, se trouve l'ex-URSS, sur l'aide de laquelle s'est appuyé l'OLP, ça je pense que René nous en parlera, dont la création a été rendue possible justement par le travail des officines du KGB. L'Union soviétique a joué un rôle déterminant dans l'émergence de l'OLP et de nombreuses sources, des archives récemment ouvertes, des témoignages d'anciens politiciens confirment officiellement le rôle et surtout la manière dont l'ex-URSS a participé dans l'armement, l'aide financière importante et l'entraînement des terroristes palestiniens, mais aussi des propagandistes palestiniens. Tout commence avec le procès Slansky, dont Gérard a parlé, donc je ne veux pas non plus beaucoup parler de ce procès. Il a été analysé par Robert Wistrich dans son article The Holocaust Inversion of the Left, l'inversion de la Shoah par la gauche. Et donc, en fait, ce qui est très ironique dans cette histoire et dans ce procès, c'est que Slansky, c'était le premier procès après la politique stalinienne Staline qui a soutenu Israël. Donc, dans ce procès, Slansky, qui a été accusé d'être sioniste, était un anti-sioniste fervent. C'est lui qui a d'ailleurs soutenu le blocage de la vente des armes pour Israël. Et donc, il a été accusé d'être bourgeois nationaliste juif. Ce procès a fonctionné comme un précédent pour de nombreux autres procès et accusations, et c'est à peu près à cette époque où commencent à circuler dans la presse soviétique les comparaisons des leaders sionistes avec les nazis. Par exemple, les aides de l'Allemagne de l'Ouest à Israël ont été présentées dans Pravda et Izvestia, ce sont des journaux soviétiques, comme résultat de la promesse d'Israël de garder le silence sur la présence des nazis dans le gouvernement allemand de l'époque. Plus tard, l'exécution d'Eichmann à Jérusalem a été expliquée à l'Union soviétique par le désir de rendre silencieux celui qui pouvait témoigner des liens entre les sionistes et les nazis. Un certain Lev Korniev, dont Pierre-André Taguieff décrit la prose dans l'analyse des protocoles des sages de Sion, et que j'ai eu le bonheur de lire en russe, c'est un négationniste et nazificateur notoire officiel de l'État d'Israël, soutenu par l'État soviétique, publié un ouvrage soutenu par le parti. L'ouvrage est intitulé « Les services secrets du sionisme international et de l'État d'Israël ». Alors, cet ouvrage ne pouvait pas être contesté. La seule personne qui a contesté la véracité de ce qui était écrit dans ce livre était un académicien russe, Ivan Martynov. Il a été emprisonné et il était envoyé au camp de concentration pour les travaux forcés. Plus tard, à l'initiative d'Andropov, qui était alors à la tête du KGB, une opération portant le nom du code SIG, ça veut dire Sionistskiye Gosoudarstva, État sioniste en français, a été mise au point. Ceci devait être représenté dans la propagande antisioniste par Israël et les États-Unis. Ces derniers, sous le contrôle des sionistes fascistes, devaient mettre en œuvre les plans sionistes de conquête, de la domination mondiale et de conversion du monde islamique en colonie juive. La mise en œuvre de l'opération SIG a impliqué les services secrets des pays satellites qui devaient former aux méthodes de désinformation et aux opérations terroristes quelques 4000 agents qui, en 1978, travaillaient déjà dans les pays islamiques. Leur tâche était d'inciter à une haine aveugle et féroce des Juifs et du sionisme américain. La distribution de milliers d'exemplaires de la traduction en arabe des protocoles des sages de Sion, ainsi que des opus des antisionistes soviétiques, ont été subordonnés au même objectif. Ainsi, l'idéologie de l'antisionisme nationalisé soviétique était organiquement combinée avec la terreur. Les attaques contre Israël
le sionisme et les Juifs sont devenus encore plus violentes après la victoire de l'État juif dans la guerre des 6 jours. Évidemment, les médias soviétiques ont commencé à dépeindre Israël non seulement comme un État nazi, mais comme un oppresseur raciste et colonial du monde arabe. Et c'est là où on voit apparaître un nouveau paramètre de l'accusation contre Israël. Le colonialisme vient après la guerre de 6 jours, mais aussi en symbiose avec le discours anticolonial européen, notamment français. Au cours de cette période, une recherche active des moyens de réanimer le marché de l'énergie est menée pour restaurer la grandeur de l'empire russo-soviétique. Et tous les échecs et les malheurs de l'Union soviétique ont été expliqués dans la presse par les machinations du sionisme international, omnipotent et omniprésent, qui, comme l'écrit Ivanov, un autre grand activiste du Parti communiste, était l'ennemi de toutes les nations, de toutes les personnes éprises de liberté dans le monde. La version politisée des protocoles a été remplacée par le paradigme universaliste d'origine. Les Juifs sont désormais, en Union soviétique, traités non seulement en tant qu'ennemis politiques, mais comme un ennemi ontologique, consistant en une conspiration criminelle contre toutes les nations du monde. La victoire juive a porté atteinte au prestige de l'Union soviétique après la défaite de ses alliés arabes, à qui l'ex-URSS vendait des armes. Deux nouvelles composantes apparaissent dans le cadre idéologique déjà efficace, racisme et apartheid, terme utilisé officiellement pour la première fois par Ahmed Shukeri, le premier président de l'OLP, approuvé par le KGB. Comme le note Pierre Lursa dans son livre « Limites de l'antisionisme après le discours de Shukeri devant les Nations Unies », c'est dans la charte de l'OLP, à la rédaction de laquelle les commanditaires soviétiques ont participé, qu'on retrouve la formule efficace « sionisme égale racisme ». Et maintenant, voici ce que écrit dans ces années la grande encyclopédie soviétique dans l'article « Sionisme ». Le contenu principal du sionisme contemporain est le chauvinisme militant, le racisme, l'anticommunisme, l'antisoviétisme. Les dogmes politisés du judaïsme sur l'élection et le messianisme des Juifs et la thèse mythique de leur exceptionnalisme constituent l'un des fondements du nationalisme extrême, du chauvinisme, du racisme inhérent à l'idéologie et à la pratique du sionisme. Donc ça coïncide à peu près au moment dont on parle, c'est les années 60. Alors, la campagne violente avec cette trouvaille où Israël a été de manière régulière comparé aux nazis a commencé après 67, donc c'est l'année aussi de la rupture des relations diplomatiques de l'ex-URSS avec Israël. En 1969, un certain Ivanov, que j'ai déjà cité, sort un autre livre qui s'appelle « Astarojny sionisme », méfiez-vous des sionistes. Ce livre est traduit en ukrainien, biélorusse, arménien, tadjik et autres langues des peuples de l'URSS, ensuite en polonais, anglais, espagnol, français et arabe. Et donc, il était le premier à déclarer que le sionisme était une idéologie apparentée au fascisme qu'il est en train de remplacer rapidement. Le mythe de la conspiration nazi-sioniste pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il a décrit en découle logiquement. L'Union soviétique entretenait des relations étroites avec le Front national de la libération de Palestine et l'OLP en soutenant le programme terroriste prometteur. Par exemple, 3 jours avant l'ouverture du premier congrès national palestinien qui s'est tenu le 28 mai 1964, Nikita Khrouchtchev rencontre Ahmed Shukeri au Caire et exprime la solidarité du peuple soviétique avec la lutte du peuple arabe de Palestine. Dans les archives soviétiques, on trouve de nombreux témoignages des relations étroites de l'OLP avec l'ex-URSS. J'en ai plusieurs, mais comme le temps passe, je vais citer juste un extrait qui a été trouvé par Vladimir Bukovski, un dissident soviétique, dans les archives auxquelles aujourd'hui on ne peut pas accéder. Dans son livre « Le jugement à Moscou », il écrit, il a fait une photocopie d'une lettre qui a été écrite par Andropov à Khrouchtchev en 1974. Lors d'une rencontre avec notre résident du KGB au Liban, en avril de cette année, dans une conversation confidentielle, Wadia Haddad a exposé un programme prometteur d'activités terroristes et de diversion prises en charge par l'OLP et dont les sentiers se ramènent à ce qui suit. Le but principal des actions de l'OLP est d'accroître l'efficacité de la lutte du mouvement de résistance de la Palestine contre Israël, le sionisme et l'impérialisme américain. Donc, on retrouve ici le discours qu'on entend aujourd'hui, l'impérialisme, il est toujours là. Ce sont des résidus de ce discours qu'on a bien connu en Union soviétique. La porosité par des moyens spéciaux de la guerre, du pétrole, des pays arabes contre les forces impérialistes qui soutiennent Israël. La réalisation d'actions contre le personnel américain et israélien dans des pays tiers dans le but d'obtenir une information fiable sur les plans et les intentions des USA et d'Israël. La réalisation d'actions de terrorisme et de diversion en territoire israélien.
Bon, après ça, le 14 décembre, si on continue, et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? L'Assemblée générale de l'ONU condamne dans une résolution 3151 l'alliance entre le racisme sud-africain et le sionisme. Ensuite, en août 1975, l'Organisation de l'Unité africaine réunie à Kampala, en Ouganda, dénonce le régime raciste en Palestine occupée. Et donc, le 10 novembre 1975, l'Assemblée générale de l'ONU adopta la résolution 3369. Le sionisme est une forme de racisme et de la discrimination raciale. Donc, c'est dont on en parlera aujourd'hui, après. Pierre-André Taguieff résume ça de manière suivante. Depuis le milieu des années 70, l'association des mots racisme et sionisme est devenue une évidence idéologique qui a inspiré le nombre de slogans et de mots d'ordre, en particulier ceux qui appellent au boycottage d'Israël, ainsi traité un État criminel. La force symbolique de l'amalgame nazifiant a donc survécu à l'abrogation de la résolution qu'on vient de voir. Alors, ce qui est très intéressant, on peut remarquer que l'abrogation de cette résolution a eu lieu en 1991 et c'est justement l'année de la chute de l'ex-URSS, ce qui déplore jusqu'à aujourd'hui les antisémites russes sur les réseaux sociaux. Alors, juste pour parler un instant des réactions soviétiques sur la conférence d'Urban I, c'est-à-dire que c'était déjà après l'abrogation de la résolution, quelques citations que j'ai trouvées dans la presse. On est en 2001, c'est les résultats de la conférence d'Urban I, et donc voici ce qu'ils disent. Je vais juste lire une deuxième citation. Un certain professeur Yevgeny Pirlin, docteur en histoire, a décrit la résolution comme un acte d'accusation non seulement contre le sionisme, mais aussi contre la politique des dirigeants israéliens, une politique d'expansion et de guerre, ainsi de suite. Donc, en fait, ça n'est jamais arrêté à l'Union soviétique. Alors, après cette conférence, comme dit Pierre Lursa, le mot est devenu très à la mode et on le trouve dans beaucoup d'endroits très inattendus. Nombreux sont les hommes politiques qui l'utilisent. Par exemple, Gérard Raoult, ancien ambassadeur en France, Jimmy Carter, qui écrit un livre sur la Palestine, et Osama Ben Laden, qui recommande chaudement le livre de Jimmy Carter sur la Palestine à ses ouailles, récemment à Le Drian, etc. Cependant, les comparaisons d'Israël avec le nazisme et le racisme ne sont pas purement une invention soviétique, ça serait faux de le penser. L'équation sionisme-nazisme circule dans la presse arabe de la Palestine arabe déjà en 1945, c'est-à-dire nous sommes juste après la guerre. Et Shmuel Trigano, dans son ouvrage Les frontières d'Auschwitz, cite un certain Jamal Husseini, qui est un membre du Haut Comité arabe, qui déclare que Ben Gurion, quand il entend parler Hitler, comme s'il entendait la voix d'Hitler, le même ton, le même esprit. C'est une publication dans le journal qui existe toujours, Al-Hayat Al-Jadida. Madame Grinspoon, pardon, si vous pouviez conclure rapidement. Je conclue, ok, je conclue rapidement. Merci. Donc, encore une chose pour rappeler l'essentiel. Donc, Mahmoud Abbas, vous le savez tous, a soutenu sa thèse sur le négationnisme à l'Union soviétique. Il a été, son patron, c'était Evgeny Primakov, qui est un grand académicien russe. Et donc, cette thèse a été ensuite publiée au Caire dans une maison d'édition très importante. Donc, ce sont les gens à qui nous avons affaire. Et pour conclure, une chose, c'est le fait qu'il y a la propagande, donc c'est pourquoi cet effet de la propagande, c'est lié à ce que Jacques Ellul appelait la bonne conscience et la mauvaise conscience. Peut-être que vous vous en souvenez. Donc, il y a deux types de propagande, la bonne et la mauvaise. La bonne conscience accompagne le droit, la justice, etc. Et la mauvaise va ensemble avec les discours de culpabilité. Par exemple, pour la France, ça va être le discours de colonisation qui va provoquer cette adhésion à l'accusation d'apartheid qui est liée à la colonisation. Et la toute dernière remarque, puisqu'on parle de ce qu'on devrait faire, aujourd'hui, il me semble que l'accusation d'Israël d'apartheid est une accusation qui est passible du tribunal. Comme il existe la loi qui assimile l'antisémitisme et l'antisionisme, je pense qu'on peut très bien attaquer ceux qui accusent Israël d'apartheid selon les lois de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yana. Merci, c'était très passionnant, très enrichissant et ça